Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi, début de semaine, pour un nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ici, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en termes de sujets brûlants, notamment les journalistes, une fois encore, victimes de violences dans les QG de partis politiques. Cette fois-ci, c'était au siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, où des journalistes ont été brutalisés, empêchés de couvrir cette assemblée générale, évidemment des matériels de travail saccagés. Tenez-vous bien, cela s'est passé le 2 novembre 2019, journée internationale pour la fin de l'impunité des violences faites aux journalistes, malheureusement, et de façon très paradoxale. Évidemment, nous reviendrons sur ces violences tout à l'heure faites à ces journalistes au siège du RPG et rappeler les cas précédents qui malheureusement n'ont pas été encore résolus. Et puis nous parlerons aussi de ces cadavres, ces corps de ces manifestants tués lors des manifestations de rue du 14, 15 et 16 octobre passé, appelées par le FNDC, et tout le temps que ces corps ont passé entre les mains on va dire, du pouvoir selon certains, mais de la justice qui prétextait de finir d'abord les autopsies. En tout cas, est-ce qu'on peut parler d'une facette inhumaine du gouvernement dans cette histoire? Les corps ont en tout cas été enterrés aujourd'hui à la suite d'une marche funèbre qui s'est étalée depuis l'hôpital sino-guinéen jusqu'au cimetière de Bambeto, où ils vont désormais reposer. Que vous dire de ce sujet aussi, nous reviendrons là-dessus. Et puis, en parlant de marche, toujours après celle du pouvoir qui a été faite à l'occasion de l'arrivée d'Alpha Condé du sommet de la Russie, en passant par la Turquie, et le FNDC continuera à marcher dès le jeudi prochain, même si aujourd'hui d'ailleurs, parallèlement à l'enterrement des corps, certains ont toujours manifesté à Kindia et à l'Abbé. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. D'abord à ma droite, un habitué de cette émission, Kabinet Fofana. Il est politologue, président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Kabinet, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher ami. Merci de la disponibilité. Et puis à ma gauche, en face de Kabinet, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan. Pendessa, bienvenue dans cette émission. Merci. Merci de la disponibilité. Puisqu'on parle de journalistes, je reste avec toi, Pendessa, pour parler de ce qui est arrivé au siège du RPG le samedi passé, où notre confrère Ibrahima Souri Diallo de Guinée Matin donc, a été interpellé, malmené, et puis après, puisque les autres l'ont aidé, ils se sont vus aussi malmenés par des militants du RPG. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas étonnant, sachant que ces situations comme ça se sont déjà passées au RPG Arc-en-Ciel? Oui, c'est pas étonnant, même si c'est décevant. On ne le souhaite pas. Mais nous, à un moment, on s'était dit que c'était fini, on n'allait plus revivre ce genre de comportement, puisque les relations avaient commencé à s'améliorer entre la presse et ses partis politiques, notamment le RPG, là où c'était un peu plus fréquent. Je parle des agressions directes des journalistes, sans que ça ne soit de façon, comment dirais-je, assez flagrante comme ça, voilà, vis-à-vis des journalistes. Vous comprenez. Donc, il y a même une dame qui, dans un premier temps, était très virulente vers les journalistes, qui est devenue ces derniers temps, selon les reporters qui partent, l'amie de la presse, on va dire comme ça, puisque chaque samedi, elle se donne la peine de distribuer de l'eau aux journalistes. Elle vient dire rafraîchissez-vous, etc. Vous comprenez? Donc nous on a appris qu'il y avait une certaine prise de conscience. Donc ce samedi on était surpris de voir qu'ils ont ciblé un confrère, Ibrahima Souri Diallo de Guinée Matin, pour son papier, pour son travail. C'est ce qui est malheureux. C'est-à-dire on ne veut pas donner la liberté aux journalistes qui travaillent comme ils veulent. Ils disent qu'il a saboté la réception du chef de l'État, et puis il a dit que le chef de l'État a boudé ses militants. Il a boudé ses militants, et pourquoi il les a boudés? Lui s'est interrogé dans son article, c'est lui le même article. Il a dit, est-ce que c'est parce qu'Alpha n'est pas content de la mobilisation? Est-ce que le président était déçu?
elle a été déçue de la mobilisation, qu'il a quitté le palais sans dire mot. C'est une question. Une interrogation. Et une interrogation. Et il n'a rien affirmé. Donc les gens étaient choqués à cause de cet article. Donc ils sont venus l'appeler, on dit il faut qu'il sorte du siège. Pendant que les responsables du parti qui étaient présents ce jour-là voulaient commencer le discours. Bien. Donc on vient le prendre manu militari, et c'est ce que les confrères ont constaté. On dit mais qu'est-ce qui se passe? On vient, on dit non, si vous le sortez, tout le monde va sortir. Bien. Donc par marque de solidarité, ils l'ont suivi, ils sont sortis, mais ils ont constaté qu'on était en train de le violenter, ils ont cherché à l'aider, et du coup il y a un journaliste, un cadreur d'Espace qui avait commencé à filmer la scène, et puis on vient se jeter sur lui aussi. Ils ont même endommagé leur caméra. Donc je pense que c'est déplorable. Nous, dans le condensé, c'est-à-dire le résumé de la semaine en ce qui concerne les impôts, on a dit dans le condensé que le parti au pouvoir avait choisi de très mal clôturer sa semaine. Vous savez, la semaine du 24 octobre, c'était la semaine du FNDC. Donc de l'opposition, même si certains ne veulent pas l'entendre. Donc c'était la semaine de l'opposition qui avait marché le jeudi 24 octobre, donc c'était sa semaine. Et puis lors des assemblées générales, ils ont profité pour parler de leur mobilisation, chercher à défendre leur position, argumenter encore. Donc cette fois-ci, c'était la semaine de la mouvance, qu'on le veuille ou pas, ils ont réussi à mobiliser le jeudi. Donc c'était une occasion de faire le compte rendu, tirer les leçons et argumenter pour dire que c'est nous qui avons mobilisé plus que les... Puisqu'ils étaient dans cette guerre de chiffres. Mais malheureusement, ils ont eu des militants qui ne sont pas intelligents. Ils sont venus tout gâcher. Parce que au lieu que la presse... Au lieu que la presse ne relaie leurs arguments pour défendre les chiffres avancés, on s'est plutôt focalisé sur l'agression des journalistes. Malheureusement. Le 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Donc, je pense que ce n'était pas intelligent de leur part, et ça a éclipsé automatiquement leur mobilisation, et voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, Kabine, quel regard du politologue sur ces relations chaudes entre les hommes de médias par endroit et puis les politiques qui peuvent souvent se sentir visés par des articles? Est-ce qu'il y a lieu de s'attaquer à un journaliste parce qu'un aspect du papier ne vous a pas plu au point de s'en prendre à eux quand ils viennent souvent couvrir les assemblées générales? Et puis deuxième question, évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire de l'idée selon laquelle peut-être que les médias devraient arrêter de couvrir ce qui est une simple communication, une publicité de ces partis politiques, parce que ce n'est pas de l'info pour les médias. Et d'ailleurs, c'est une idée qui a été donnée par Sidi, qui est donc le secrétaire général du syndicat de la presse privée. Alors, il faut dire que autant les médias peuvent être prospectés de connivence avec les politiques, autant les relations peuvent être délétères au point d'arriver à des situations comme celle dont on est en train d'écrire maintenant là. C'est-à-dire qu'il y a une question d'intérêt. L'enjeu, c'est d'abord cette envie pour les politiques de contrôler justement les contenus diffusés par les médias, quitte à ce que parfois que ça dégénère. Et les médias aussi qui ont envie en fait de réclamer leur indépendance, leur capacité à pouvoir dire les choses exactement comme elles se tiennent. Après, ce qu'il faut éviter dans une relation comme cela, c'est que si les partis politiques se pourfendent au point de s'attaquer aux journalistes, c'est très grave, parce que dans un premier temps, c'est que il y a une loi, disons la législation voudrait, je ne sais pas quelle en est en Guinée, mais ailleurs, l'accès à l'information c'est une denrée, c'est un droit. Voilà, c'est un droit aux journalistes d'avoir de l'information. Deuxièmement, il y a une entrave, c'est le fait de s'attaquer physiquement à une personne, même si celle-ci n'est pas un journaliste.
c'est tout à fait normal. Et la situation, elle devient plus aggravante lorsque c'est un journaliste qui est censé avoir de l'information. Donc, du coup, ce n'est ni du politiquement correct, encore moins juridiquement, c'est quelque chose qui est répréhensible. C'est que autant on peut reprocher aux journalistes parfois de s'aventurer sur parce que si vous n'êtes pas content du contenu d'un papier qui a été fait sur votre entité politique, je pense qu'il y a le droit de réponse qui vous est donné afin de préciser les choses, que de s'attaquer physiquement aux journalistes. Oui, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas que c'est quelque chose qui est inédit en tant que tel. Parce qu'il arrive parfois que des journalistes, tu vois, que les journalistes partent en porte-à-faux avec les politiques, ou que les politiques se sentent, disons, pas bien servis par les médias, et puis après les relations s'effritent, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter que l'on arrive à la violence, parce qu'un journaliste qui écrit, qui produit un papier et qui décrit une situation, après, il y a tous les moyens, comme vous l'avez dit. Parce qu'aujourd'hui, les médias, je veux dire ailleurs, en disant les partis politiques plutôt ont leurs médias à eux, donc ils ont des créneaux de diffusion de ce qui se passe au sein de leur parti politique. Et puis voilà, il y a aussi des moyens, puisque c'est pas tous les médias qui peut-être peuvent rendre compte de la même manière d'une situation. Donc je pense aujourd'hui qu'il appartient au RPG. Moi, je suis sûr que ce n'est pas en fait un élément de langage qui a été développé une position qui a été développée au sein du parti de s'en prendre aux journalistes systématiquement, ou d'ailleurs à ce média, des militants zélés, des militants zélés, et ça pose une question fondamentale, celle aujourd'hui du rôle premier des partis politiques, qui consiste en fait à l'éducation civique et politique des militants, parce que si des militants peuvent sortir de nulle part, s'attaquer à des journalistes, et mieux au siège national du parti, ça en dit long sur ce qu'on pourrait peut-être appeler par déliquescence au sein du RPG. Parce que, et après, ce qui est irritant, c'est de voir des jeunes sur les réseaux sociaux justifier cela en minimisant. Non, mais ils ne comprennent pas en fait jusqu'où cela peut porter atteinte à l'image du parti. Panessa l'a dit, c'est qu'après une journée de mobilisation, il était là, en fait, l'objectif de cette rencontre du samedi était de rendre compte de ce qui s'est passé, mais sauf que la violence dont les journalistes ont subi a plus porté dans l'actualité. Donc en fait, ça a desservi le parti. Absolument. Au lieu que dans les comptes rendus des médias, on parle de leur marche qui a précédé l'Assemblée Générale, on a plutôt parlé de la brutalité qu'ils ont exercée sur les médias. Donc ça a pratiquement desservi le parti, on n'a pas parlé de leur manifestation malheureusement. En même temps, je disais, est-ce que c'est aussi plus important que ça pour que les médias continuent à couvrir ces séances-là qui ne sont pour certains autres qu'une simple communication qui aurait pu d'ailleurs être payée en réalité, mais que les médias couvrent gratuitement. Alors, est-ce qu'à un moment les médias devraient peut-être arrêter de couvrir ces séances de communication hebdomadaires et attendre que les partis politiques les sollicitent et moyennant quelque chose? Avec la garantie qu'ils assureraient la sécurité des journalistes quand ils seront dans l'enceinte de leur siège. Vous savez, il est de la responsabilité d'une formation politique d'assurer la sécurité des militants qui participent à une assise politique, tout comme il est de la responsabilité de cette formation politique d'assurer la sécurité des journalistes qui y vont. Deuxièmement, sur la question, est-ce qu'aujourd'hui les médias devraient boycotter les séances hebdomadaires des partis politiques? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, ces séances du week-end sont une source d'information par essence. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de résolutions qui sont prises ces week-ends et qui constituent une sorte de cheville ouvrière, ou disons des articulations importantes dans la hiérarchisation des nouvelles. Donc, ce qu'on pourrait peut-être... ce pourquoi on pourrait militer, c'est de dire en fait aux partis politiques aujourd'hui de quand même comprendre que les médias, aussi compliquées les relations,
Tu vois, mais il faut quand même se dire, oui, aujourd'hui, il faut aller vers une pacification des relations avec les médias. Yeah. C'est vrai que on peut reprocher aux médias, disons, une panoplie de règlements, de situations qui ne sont pas parfois assez orthodoxes. Ça ne règle pas dans la brutalité. Exactement, ça ne se règle pas dans la brutalité. Encore aussi que ce n'est pas tous les médias qui sont défaillants. Yeah. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un média a produit un article et que vous, dans votre cadrage informationnel, vous pensez que ce média est de tel ou de tel bord, que vous vous imprégnez à ce média. Le problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle la solidarité de confraternité, qui fait que les médias vont être obligés de se braquer contre vous en solidarité à leurs collègues. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dès que Ibrahima Sory a été touché. Tous les autres journalistes présents ont donc décidé de quitter les lieux. Oui, Pénès, en parlant de cette proposition de Sidi, et puis brièvement, que retenir de cela? Bon, d'ailleurs, il faut rappeler que nous, pour le cas précis des Gangans, on ne s'intéresse pas aux assemblées générales. En général, je dis bien, en général, on ne couvre pas les assemblées générales. Depuis très longtemps, notre philosophie est que c'est de la communication, comme tu l'as rappelé, puisque le parti a intérêt à ce que l'opinion sache que sa formation politique se porte mieux. Pour preuve, chaque samedi, on a des réunions hebdomadaires. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est dans son intérêt. Donc, ils doivent payer s'ils veulent que ça fasse écho. En temps normal. En temps normal. Maintenant, nous, pour des cas spécifiques, en tant que rédacteur en chef, quand j'analyse l'actualité, je tiens compte de certains paramètres. Exceptionnellement, je couvre les assemblées générales. Ça a été le cas le samedi passé. C'est vendredi nuit que j'ai envoyé un texto à Anchou pour lui dire, bon, toi tu vas à tel endroit, l'autre va à tel endroit. J'ai dit parce que la mouvance présidentielle a organisé une marche le jeudi, et puis le lundi, le FNDC va marcher, puisque c'est une marche qui était prévue aujourd'hui. Ce n'était pas l'enterrement, il n'avait pas encore reçu. Exactement. Bien. Donc je dis, compte tenu de ces deux aspects de l'actualité, il est important qu'on couvre spécifiquement et exceptionnellement l'Assemblée générale de ce samedi, puisqu'on pourra avoir des trucs, quoi. Vous comprenez? Donc c'est comme ça nous on travaille, mais ce n'est pas notre travail de parti chaque samedi. C'est pourquoi cette idée-là, c'est une bonne idée. Bien. Il faut arrêter de couvrir. Voilà, malheureusement, nous, des fois, bon, je ne dirais pas malheureusement, mais on constatait que d'autres confrères, beaucoup d'autres confrères, chaque samedi étaient là. Ils ferment les yeux et couvrent. Mais tu vois, en tant que média, tu es indépendant, les autres sont indépendants, tu ne peux pas leur dire faites ceci obligatoirement. Toi, tu appliques ta politique. Ils sont libres d'appliquer leur politique. Maintenant, s'il y a une idée qui va dans le sens de comment on va synchroniser les idées, pour dire oui, on va prendre une décision conjointe, là c'est important que tous les médias s'inscrivent dans ce sens. Si vous voulez couvrir, on ne va pas, mais il faut contacter le service commercial et puis vous payez de l'argent. On va le couvrir. C'est ce qui est mieux. Donc, maintenant, ce qu'il faut ajouter, je pense qu'aujourd'hui, les militants de tous bords doivent comprendre que nous, de la presse, nous faisons notre travail, on doit nous laisser faire notre travail. Au-delà du RPG, parce que au-delà du RPG, ça arrive dans d'autres partis. Ça arrive dans d'autres partis. Il y a beaucoup d'autres partis aussi qui s'attaquent. Bon, c'est-à-dire, ils ont essayé de partager les médias. On dit ceux-ci sont de tel camp. Non. Moi, ce que je préfère, je ne suis jamais contre ceux-là qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Bon, à la limite, on pouvait critiquer, mais il y en a qui choisissent d'insulter. Mais moi, ça ne me dit rien. Il y en a qui m'attaquent par suite, ils viennent m'écrire en privé pour dire excuse-moi, je t'ai attaqué. Finalement, j'ai vu que ce n'était pas fondé. J'ai dit non, mettez-vous à l'aise. Nous, on préfère ça que de nous attaquer physiquement. Donc, c'est ce qui est recommandé. Un journaliste a fait un travail que vous n'avez pas aimé. Il faut décapiter son travail. Aujourd'hui, je l'ai dit, les journalistes, ceux-là qui sont intelligents, sont obligés d'être responsables. On n'a plus le monopole de la communication. Les réseaux sociaux sont là. Aucun média ne peut imposer sa dictature. Donc, soit tu fais bien ton travail, le public le retient. Si tu ne fais pas bien, il m'a bérémané sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un profane qui va venir, il va tout balayer, et puis avec preuve à l'appui. Donc, moi, je préfère, si vous n'avez pas aimé notre travail, venez vers nous, droit de réponse, on va le faire, vous n'avez rien à payer. Si ça ne vous satisfait pas, et puis il faut aller sur les réseaux sociaux, attaquer l'intéressé. Voilà, la brutalité, c'est des comportements qui sont dépassés, ce n'est plus à la mode comme on pourrait le dire, quoi. Malheureusement, si ce genre de brutalité, de violence exercée sur les journalistes continue, c'est parce que l'impunité, malheureusement, est assurée à ceux qui violentent
Les journalistes, c'est pour cela tout à l'heure j'ai parlé de la journée internationale de l'impunité des violences faites aux journalistes. Le jour où justement ces journalistes ont été violentés au siège du RPG, c'est ce même jour où on célèbre ce thème-là. Malheureusement, c'est un paradoxe regrettable. Et puis, au-delà de tout ça, il y a des anciens dossiers que la justice jusqu'à présent a du mal à gérer pour que des journalistes qui avaient été auparavant malmenés par des citoyens ou par des hommes en tenue, par exemple la gendarmerie, ne sont pas encore traités. Est-ce que les gens donc peuvent ne pas s'en prendre aux journalistes puisqu'ils savent qu'il y a une impunité qui leur est assurée malheureusement? On verra la suite de ce dossier. Est-ce que nos confrères dont les matériels ont été saccagés, notamment Espace TV et Guinée Matin, porteront plainte contre ceux qui se sont attaqués à eux, ou est-ce que cela sera Non, ce qu'il faut ajouter, oui. Peut-être il n'y a pas eu encore plainte, mais les associations de presse sont en train de se concerter. Je ne sais pas quelle sera la décision finale. Bien. Mais il faut déplorer du fait que le RPG n'a pas pris le soin de faire une déclaration officielle pour condamner ce acte-là, pour dire que, puisqu'on a sur le terrain, moi, mon reporter me l'a rappelé, dit non, c'est pourquoi dans ma publication, je n'ai pas associé tout le monde. Il dit il y avait deux groupes. Il y a vraiment des militants qui sont bien comportés, ils sont venus nous aider même à sauver notre ami. Mais par contre, il y a d'autres qui cherchent coûte que coûte à nous attaquer. Donc, je pense qu'il est important de le signaler. Même le jeune Fargas qui est sur les réseaux sociaux, vous le voyez dans notre vidéo qu'on a publiée, en train de s'interposer pour empêcher d'autres militants de venir. Vous comprenez? Donc, il faut déplorer cette attitude du RPG. Le bureau politique doit faire une déclaration, condamner et présenter des excuses à la presse. Qu'est-ce que ça lui coûte? Voilà cette vidéo de la honte, en tout cas c'est ce que je peux dire, puisque si cela se passe en une journée où on célèbre la fin de l'impunité des violences faites aux journalistes et que cette violence se passe au siège du RPG, ça ne peut être que l'image de la honte qu'on va regarder en fin de cette première partie d'émission. Justement, après ça, on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat. Tout a commencé lorsqu'un groupe de militants a obligé le journaliste Ibrahima Souri Diallo du site d'information Guinée Matin de quitter l'assemblée hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel alors qu'il était venu pour la couvrir. Par derrière, il m'a dit, mais c'est toi, sors d'ici. J'ai dit, mais pourquoi vous me brutalisez ainsi? Ils m'ont dit, non, c'est toi qui as écrit du n'importe quoi sur la réception du président de la République. Tu as fait savoir qu'il est allé au palais du peuple et qu'il n'a pas tenu de discours parce qu'il serait déçu de la mobilisation. J'ai dit que le président de la République n'a pas tenu le discours. Est-ce qu'il est déçu donc de la mobilisation? Je me suis interrogé. Indignés par l'expulsion de leurs confrères, les autres journalistes ont aussitôt boudé l'assemblée du parti au pouvoir en guise de solidarité. Dans la foulée, quelques-uns seront malmenés par des militants devant la rentrée du siège, dont le journaliste d'Espace TV et son cadreur. J'ai tenté de comprendre ce qui se passe. Après, j'ai aperçu, je ne sais pas, peut-être un militant ou je ne sais pas. En tout cas, un ex-cité qui est venu s'en prendre au caméraman. Il s'arrêtait devant la caméra, qu'il tentait d'abîmer. J'ai pris sa main pour dire, tu touches pas à la caméra. Tu dis tout ce que tu dis, mais ici nous sommes dehors, donc tu touches pas à la caméra. Cette interview sera empêchée par d'autres militants qui vont inviter les journalistes à rejoindre l'Assemblée. Une demande refusée par la presse. La caméra d'Espace TV a été endommagée et son cadreur déclare avoir perdu deux téléphones. Ces hommes de médias n'ont pas manqué d'exprimer leur déception face à un tel traitement. Je suis très déçu parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs années qu'on se rend au siège du RPG Arc-en-Ciel pour couvrir leur assemblée générale. Le fait de venir ici et couvrir, d'abord, c'est une communication pour eux. On a automatiquement dit aux autres de bouder l'assemblée générale d'aujourd'hui. Nous commençons à être inquiets. Le journalisme, je pense que le journaliste, lorsqu'il est sur le terrain, il observe les choses, il dit les choses telles qu'il les voit. Cette attitude liberticide du parti au pouvoir intervient le jour même de la journée internationale de la lutte contre l'impunité des violences exercées sur les journalistes, célébrée le 2 novembre de chaque année. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond.
Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institutions républicaines et non gouvernementales, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés ici, Kabiné Fofana, politologue, président de l'Association guinéenne de sciences politiques, analyste politique, il faut le rajouter. Et puis Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan. Vous l'avez compris, dans la première partie, nous parlions de cette violence qui s'est déchaînée venant des militants du RPG, le parti au pouvoir, contre des journalistes qui couvraient leur assemblée le samedi dernier. Et puis maintenant, on va parler rapidement de deux sujets qui restent, notamment ces cas de mort en marge des manifestations appelées par le FNDC le 14, 15, 16 octobre dernier, qui jusque-là n'avaient pas été livrés à leurs parents et non plus au FNDC qui les réclamait comme étant leurs martyrs. Et donc finalement, c'est aujourd'hui, lundi 4 novembre, que ces 11 personnes tuées lors des manifestations ont donc été enterrées au cimetière de Bambeto à la suite donc d'une marche funèbre. Mais d'abord, avant cet enterrement, il y a eu tout un scénario de ping-pong qu'on a fait subir à ces corps-là, d'où cette face inhumaine du gouvernement, inhumaine de l'État, que certains mettent sur la place publique. Et parce que pour eux, tout simplement, le gouvernement a utilisé ces corps pour des fins politiques. D'abord, les avoir gardés à la veille de la réception du chef de l'État, et puis le lendemain, venir les déposer à l'hôpital sino-guinéen pour raccourcir le trajet de ceux-là qui voudraient donc faire une procession funèbre depuis l'hôpital Ignace-Dine. Quel regard porter, en tout cas, sur cette situation que ces corps-là ont subi avant que finalement ils ne reçoivent leur dernière demeure à Bambeto? Oui, il faut dire que dans un communiqué du ministère de la Santé, il a été dit que une série d'autopsies avait été entamée sur les corps, ce qui n'est pas mal en soi, parce que c'est quand même une première que des autopsies soient réalisées sur les corps pour élucider un peu les raisons pour lesquelles ces personnes sont tuées. Après, la manière n'a pas été ça, parce qu'il n'appartenait pas au ministère de la Santé de communiquer, parce que les autopsies, il s'agit en fait d'une autopsie judiciaire, puisque c'est une autopsie judiciaire, il appartient plutôt au ministère de la Justice et à travers, disons, le procureur ou le juge en charge du dossier, de commanditer une autopsie, et c'est seulement à celui-ci de communiquer, voilà, là-dessus. Donc après, on a compris que le gouvernement voulait s'adjuger un bénéfice politique de la démarche, ce qui n'a pas été assez compris et apprécié par certains politiques et même certains observateurs. Maintenant, le fait que les corps ont pris du temps, la raison évoquée, on peut bien évidemment douter de la raison, parce qu'il y en a qui pensent que c'était juste une façon de ne pas entamer la marche, disons la manifestation qui était prévue par le RPG. On peut reprocher, certes, ces reproches peuvent être formulés, certes, mais il y a quelque chose que je trouve quand même pas mal, c'est le fait que, pour une fois, le gouvernement ait voulu porter des autopsies sur des gens qui sont morts. Maintenant, est-ce que la validité, disons, de ces autopsies réalisées sauront trouver une opinion intéressante, quand on sait que celle-ci est de plus en plus rétive lorsqu'il s'agit, notamment une certaine frange de l'opinion, surtout quand il s'agit d'actions du gouvernement, pour des questions aussi divergentes que la gestion des manifestations ou des personnes qui y meurent. Après, par contre, ce que je trouve pas assez valide en termes d'argumentation, c'est le fait de dire que le gouvernement n'a pas bien fait de délocaliser les corps à l'hôpital Ignace-Dine, voilà, à l'hôpital sino-guinéen. Moi, je pense que les corps
que le départ des corps, soit de Ignace Dine ou de l'hôpital sino-guinéen, cela importe peu. Parce que si évoquer, on sait tous naturellement que le gouvernement n'accepterait pas qu'une marche soit organisée de Ignace Dine pour traverser pratiquement. Voilà, ça c'est quelque chose, stratégiquement, ils ne vont pas le faire. Yeah. Maintenant, délocaliser le point de départ, ou disons là où la réception des corps, voilà, je ne pense pas que ça cause un problème. L'idée, puisque les gens, on a réalisé les autopsies sur les corps, on attend que les résultats de ces autopsies soient révélés, et puis, quitte à l'opposition d'amener les corps à leur dernière demeure. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à revendiquer ou à reprocher au gouvernement? Je ne pense pas tout à fait. Bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tout cas, aujourd'hui, le gouvernement s'est mis une corde au cou cette fois-là, parce que naturellement, les gens ne croyaient plus à ces affaires d'enquête. Ils disent non, les enquêtes sont ouvertes, jamais refermées. Maintenant, si cette fois-ci, le gouvernement a presque confisqué des corps pour dire qu'il faut qu'on termine les autopsies, je pense qu'il est dans l'obligation de sortir les résultats de ces autopsies et de mener des enquêtes concluantes pour dire oui, et l'autopsie a donné que c'est tel type de balles qu'on a retiré des corps, et ces balles sont sorties de tel type de fusil dont telles personnes en sont détentrices, ou en étaient détentrices. Donc, chercher ces gens-là, les arrêter, les présenter à l'opinion. En fait, réaliser des autopsies et valider les résultats des autopsies, c'est en fait deux phases qui certes se recoupent, mais dont disons, ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que je veux dire qu'aujourd'hui, on a réalisé des autopsies. Est-ce que les autopsies réalisées sur ces corps vont être acceptées par les familles ou d'ailleurs par l'opposition ou parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une sorte de guéguerre où la méconfiance a atteint un niveau assez délétère. Donc, ce qui fait qu'on peut accuser aujourd'hui le gouvernement de manipuler des dépouilles, tout comme on peut aussi soupçonner l'opposition d'utiliser ces corps-là pour des fins politiques. Ça, c'est pas quelque chose de caché. C'est de tous les deux côtés. Parce qu'ils ont toujours voulu prendre ces corps et les brandir, comme ça a été fait aujourd'hui. Absolument. De part et d'autre, est-ce qu'on peut dire que ces corps ont souffert d'une manipulation politique? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les mouvements de foule constituent une source de légitimation politique dans le débat. C'est-à-dire que quand on fait une autopsie, disons, je vais encore utiliser ce terme, quand on observe un peu les différentes évolutions du débat sur la Constitution, dans un premier temps, on a vu que le débat, notamment, était circonscrit aux médias qui recevaient par personnes interposées les deux courants, et puis après ça a évolué. Avant ça d'ailleurs c'était plutôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les mouvements de foule sont utilisés pour légitimer une ou l'autre position. Donc on est là dans tout ce qui procède en fait de ces mouvements de foule, aussi bien des manifestants qui tombent peuvent être perçus comme étant des objets de manipulation, parce que si l'opposition présente ces corps, ça veut dire qu'en réalité que le système de gestion des manifestations n'est pas tout à fait bien, qu'il y a des gens qui meurent, et puis derrière l'État qui veut dire oui, nous cherchons à savoir qui est-ce qui les ont tués. Donc voilà, on est là dans une guéguerre, à la fois communicationnel, mais d'un fort ancrage commercial, quoi. Et ce sont les cadavres, les corps de ces jeunes gens qui en ont souffert, parce que imaginez, depuis le 14, 15, 16, on va dire pratiquement 2 semaines après qu'ils ont été enterrés. Oui, Benessa, sur ce sujet, est-ce qu'il y a eu de la manipulation autour de ces corps, de sorte que finalement on les a gardés durant tout ce temps avant qu'ils ne soient enterrés aujourd'hui? Oui, ça c'est évident. Mais moi, dans un premier temps, on le disait vendredi dernier dans l'émission de Lamine Monyumadjiki, j'ai dit attention, moi si j'étais à la place du FNDC, le fait que l'État ait confisqué, sinon garde les corps pour le moment, pour dire que c'est à cause de l'autopsie, moi personnellement je sais que c'était pas ça, il y avait des raisons politiques. J'ai dit mais si c'était moi, je ne vais pas faire un débat autour de ça.
On vient prendre les corps, vous dites c'est à cause de l'autopsie, on vous les laisse. Puisqu'on a toujours réclamé la lumière sur les cas de tuerie. Donc, il faut mettre l'État devant ses responsabilités. Vous attendez, et puis quand ça finit, il n'aura pas d'argument à nous placer après. Mais si vous faites le forcing, vous prenez le corps, on va dire, vous voyez, d'ailleurs le chef de l'État a dit que c'est l'opposition qui tue des gens, et puis on dit que c'est le gouvernement. Donc ils vont dire, vous avez vu, c'est une preuve palpable. Pour preuve, ils ne veulent même pas qu'on cherche à savoir de quoi ces jeunes-là sont morts. Vous comprenez? J'ai dit donc, moi, ce n'est pas un problème pour moi. Mais du coup, l'actualité a évolué. Quand j'ai vu maintenant qu'on faisait du ping-pong avec ce corps-là, c'est ce qui m'a choqué. Parce que bizarrement, c'est juste on après joue la avec la réception du président. Ouais. Jeudi, vendredi, il y a un communiqué qui est sorti. Un communiqué, ce qu'il faut pour prouver encore davantage que c'était de la manipulation politique. Dans un premier temps, le cabinet l'a rappelé, c'est le ministère de la Santé qui fait un communiqué. Alors qu'il s'agit d'une procédure judiciaire maintenant. Ce n'était pas de son ressort de le faire. Il a fait un communiqué, c'est quand il y a eu des critiques, notamment des juristes qualifiés. Paf, le procureur, c'est lui qui se précipite après la réception du président pour dire que les corps sont désormais disponibles. Comme si, implicitement, c'est pour dire que c'est moi qui avais ordonné à ce qu'on garde les corps jusqu'à ce qu'il y ait de l'autopsie d'abord. Donc, la manipulation a été mise à nu très facilement et c'est déplorable. Maintenant, si d'aucuns disent que l'opposition veut utiliser ça pour des fins politiques aussi, parce qu'ils ont toujours voulu prendre ces corps-là aujourd'hui, les brandir devant caméra et non, c'est-à-dire les politiciens, c'est là où les citoyens doivent être prudents avec les politiciens. Ils sont cruels jusqu'à quel point, je ne sais même pas, c'est-à-dire même avec les morts, ils cherchent le profit. Vous comprenez? Chacun, voilà, l'État a utilisé des cadavres pour empêcher qu'il y ait sabotage de la réception du président. Et puis l'opposition aussi profite de ces mêmes cadavres-là pour charger l'État. Vous voyez un peu jusqu'où ces gens-là sont méchants, les politiciens. Donc de part et d'autre. Donc ils ne laissent rien, toutes les occasions qui se présentent, ils cherchent à maximiser le profil politique en leur faveur, et puis tant pis pour ce qui va suivre, ce n'est pas leur problème. Mais une fois encore, la grande responsabilité de ce qui est arrivé, c'est l'État. Parce que c'est l'image de l'État. Exactement. Moi, je pouvais comprendre jusqu'au niveau du jour où on a dit non, laissez les corps là. Mais ce ping-pong-là, c'est ce que je n'ai pas aimé. Si c'était pour éviter qu'il y ait des regroupements à Kaloum, il faut leur dire, bon, le jour de l'enterrement, c'est l'État même qui prend le corps en charge. On va mettre des véhicules à disposition. Donc on ne veut que les représentants des familles, ceux-là qui veulent réserver une cérémonie funèbre, commencez à partir de Dixine Terrasse, vous les attendez là-bas, à partir de là-bas vous pouvez faire votre procession funèbre, vous comprenez? Mais le fait de les déplacer, et puis on les ramène, et puis, vous voyez, voilà, je ne sais même pas comment analyser une telle actualité. L'essentiel, c'est que ces corps ont déjà été, on va dire, libérés de toutes ces bisbilles politiques, puisqu'ils ont été enterrés aujourd'hui. Est-ce que d'autres manifestations donneront encore des morts? Est-ce que cette situation va se résoudre? C'est la question qui se pose. Et c'est là qu'on va terminer, cabinet. Vous parliez tout à l'heure de mouvements de foule, avec pour finalité la légitimation de chaque position. Je l'ai dit, après la marche de la Codenop, donc du pouvoir, le FNDC, à la place d'aujourd'hui, lundi, va marcher encore le jeudi sur l'autoroute et donc il compte mobiliser encore plus de monde. Même s'il faut rappeler qu'aujourd'hui, pendant qu'ils enterraient les corps à l'Abbé, ça a manifesté, à Kindia aussi, les images circulent sur la toile. Oui, ça veut dire que le schéma de mouvement de foule continue. Pour quelle finalité, on ne sait pas. Oui, absolument. Au regard de ce qui se passe depuis maintenant 2 semaines, on peut bien évidemment s'en convaincre que les mouvements de foule vont continuer, parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est que les deux parties souhaitent prouver qu'elle engrange le maximum de gens. C'est l'idée de l'adhésion. Après, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir quelle est la validité de ces mouvements de foule dans la légitimation des différentes positions. Parce qu'il y a aujourd'hui quand même quelque chose qui se pose, c'est un peu, excusez-moi, c'est la difficulté du système de comptage de foule. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui
quelles sont les méthodes utilisées par aussi bien la police que les organisateurs des mouvements de foule, des manifestations, sur quoi ils s'opposent pour donner les chiffres. C'est extrêmement compliqué. Donc, on ne peut peut-être que s'en tenir. Et votre association, je veux dire, s'y connaît en termes de sondage, de comptage et tout. En situation pareille, quand on est dans un jeu où chacun veut montrer que j'ai fait descendre tel nombre de personnes dans la rue, qu'est-ce qu'il faut en réalité dans ce genre de situation? Oui, en fait, il y a des méthodes qui sont dites scientifiques et qui appartiennent, disons, à des estimations. Voilà, c'est un peu dans l'ordre de l'approximation. Ces méthodes sont utilisées autant par les médias que la police ailleurs. Nous sommes en train de travailler sur un projet comme ça. L'idée, en fait, c'est de mettre en place un process de comptage de foule. Il faut dire que partout ailleurs, c'est des méthodes qui restent, comme je l'ai tantôt dit, des méthodes approximatives. On est dans des estimations. C'est-à-dire que puisque aujourd'hui, l'idée, comme on l'a dit tantôt, la bataille tourne autour des chiffres et donc de la capacité de mobilisation des partis, il est aussi tout à fait normal de mettre en place des méthodes de comptage pour avoir une idée, parce qu'après, l'idée n'est pas de dire tel a mobilisé plus ou tel a mobilisé plus, c'est de montrer que voilà, les mouvements de foule sont disons, un répertoire d'actions qui servent à légitimer une position ou un positionnement politique donné, quoi. Voilà, oui, peut-être ça pour terminer. Est-ce qu'on peut dire tout de même que de plus en plus, on est en train d'échapper à ces schémas de journées de manifestations noires ou rouges de sang, dès lors que c'est autorisé? Parce que cette autre marche du FNDC, il semble que c'est autorisé, puisque l'itinéraire est déjà donné. Donc ça veut dire que de plus en plus, on aura des marches sans heurts, sans incidents, surtout sans mort. Je pense que c'est ce qu'il faut saluer dans ce qui arrive. L'affaire des chiffres, là, ça nous importe peu. Bien. Ça, c'est entre les différents camps qui se disputent cette légitimité. Vous comprenez, nous, notre souci est qu'en tant que médias ou analystes politiques, qu'on ne soit plus sur ces plateaux pour analyser des cas de mort. Ouais, comme aujourd'hui. Vous comprenez, c'est pour analyser des idées, des débats, des positionnements, des idéologies, etc. C'est ce qui nous fait plaisir. Ce n'est pas pour analyser des cas de mort. Mais très malheureusement, c'est ce qu'on nous a toujours présenté. Et on estime que cet élan qui a commencé depuis le 24 octobre dernier va continuer. Le 24 octobre, il n'y a pas eu contre-manifestants, il n'y a pas eu interdiction, donc pas d'affrontement entre police et manifestants. C'était le 31 avec la mouvance présidentielle aussi beaucoup, parce qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu des contre-manifestants. Il n'y en a pas eu. Vous avez vu que le peuple de Guinée est déjà civilisé. Bien. Depuis très longtemps seulement. Donc, ce qui veut dire que la marche du jeudi du FNDC pourrait se faire passer très bien. En tout cas, selon les récentes expériences qu'on a, il n'y a plus de crainte. Bien. Il n'y a plus de crainte, à moins qu'on nous surprenne désagréablement. Mais on suppose déjà que tout va se passer bien. Et bien, voilà. Alors, maintenant, est-ce que le pouvoir, vu toute l'énergie qu'ils ont mise dans la contre-mobilisation du 31 à l'occasion de l'arrivée du président, est-ce qu'ils vont supporter ce ping-pong de mobilisation? C'est-à-dire que le FNDC va en faire le jeudi et que le pouvoir encore en fasse à son tour. On ne sait pas. Ou est-ce que eux, c'est fini pour eux, ils se sont limités à leur manif du 31, maintenant ils vont laisser le terrain au FNDC jusqu'à ce qu'ils soient fatigués? C'est un peu la question qui se pose, mais on y répondra les prochaines fois. Le président même ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépenses à faire. Non seulement il y a beaucoup de dépenses à faire, mais il y a des risques d'échec. Et quand ça arrive, c'est cuisant. Je pense que c'est l'intelligence qu'ils vont avoir, maintenir ce suspense dans la tête des gens, que la dernière image reste dans la tête. Et puis il y a aussi que c'est plutôt au FNDC, c'est le FNDC qui trouve un compte aujourd'hui à se mobiliser, parce que c'est la partie revendicatrice. Voilà. Le gouvernement peut-être, j'allais dire, plutôt le RPG arc-en-ciel, idéalement, ce serait plus intéressant que ce soit
la Codenanc qui en mobilise, mais aujourd'hui, c'est plutôt le FNDC de se mobiliser et de porter l'action de contestation. Le gouvernement essaie d'éviter le bruit pour ne pas effrayer les investisseurs et à tous ces aspects. Donc, ils n'ont pas intérêt à continuer. Oui, et même moi, la position que j'ai donnée, puisqu'on n'a pas eu d'émission dans la semaine, j'ai dit, si j'étais à la place du FNDC, c'était de limiter d'abord, d'attendre qu'il y ait une nouveauté dans la démarche du président. Le jour où il va dire, allons au référendum, on déclenche les manifestations. Mais pour le moment, on pouvait s'abstenir, s'en abstenir. Et puis s'il faut toujours dépenser 5 milliards pour chaque mobilisation, je pense que les caisses de l'État seraient vides. En tout cas, merci Cabinet d'être venu. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Penessa. Merci. À vous, merci de votre fidélité et votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.